Bonjour à tous et bienvenue à cette émission, ce numéro de santé plurielle. Chaque année, le 1er mars, le monde célèbre la journée internationale zéro discrimination. Elle vise à mettre en avant le problème lié à la discrimination ou à la stigmatisation. Aujourd'hui, nous allons parler de zéro discrimination, zéro stigmatisation vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Et nous en parlons avec nos deux invités, le docteur Tony Kalwangila. Bonjour docteur, vous êtes le responsable des activités médicales du centre hospitalier Kabinda. C'est notre voisin ici de la RTNC. Bonjour madame. Et Madame Ami Eonza, oui, et vous êtes la conseillère psychosociale et éducation au même centre hospitalier Kabinda. Oui. Alors, avec vous, nous parlons de ce problème lié à la stigmatisation. Docteur Tony, vous recevez, vous prenez en charge, vous côtoyez, vous êtes pratiquement au quotidien avec des personnes vivant avec le VIH et la stigmatisation. Je pense que c'est un problème. Effectivement, madame, comme vous le dites, la discrimination liée aux personnes vivant avec le VIH constitue un grand problème et un frein contre la lutte contre le VIH, parce que les pays se sont mis d'accord pour que d'ici 2030, qu'on puisse mettre fin à cette épidémie. Et parmi les barrières, il y a la stigmatisation qui figure en bonne position. Et la stigmatisation fait en sorte que les personnes ont peur de se faire dépister. Et si on ne se fait pas dépister, on ne connaîtra pas son statut sérologique. Et si on ne connaît pas son statut sérologique, la maladie va évoluer et un jour on va se présenter très malade. Et ça, c'est par rapport à l'impression et l'image que la communauté a des personnes vivant avec le VIH. Alors que si tout le monde arrive à se dépister, les traitements existent, le traitement il est gratuit, tout le monde prendra les traitements. Et au bout de 3 à 6 mois, on va supprimer sa charge virale. Et une fois que sa charge virale est supprimée, on est indétectable. Ok. Ben, il faudra qu'on explique tout ça. Je pense que les personnes habituées comprennent ce que c'est. Mais je pense qu'on va vraiment arriver au niveau de la communauté, de tous ceux qui nous suivent pour comprendre tout ça, charge virale, etc. Ce que ça veut dire. Mais avant d'aller plus loin, on aimerait savoir quel contenu ou comment comprendre, même par des exemples, c'est que la stigmatisation. Bon, je parlerai plus de la discrimination. Oui. En fait, en des termes simples, la discrimination, c'est le fait de séparer, de distinguer et d'avoir un traitement négatif, injuste et inégal envers certaines personnes parce qu'ils figurent dans un groupe de gens. Je vais donner un exemple. Le fait, par exemple, de vivre avec le VIH, d'être contaminé par cette maladie, vous allez quelque part, on vous refuse un visa, on vous refuse du travail, alors que vous avez toutes les compétences qu'il faut. Et même au niveau de la famille, vous êtes parfois rejeté, abandonné. C'est ça, en des termes simples, la discrimination. Ok, et c'est une triste réalité. Ah voilà. C'est une réalité que nous vivons tous les jours, pour laquelle nous sommes là et nous devons lutter contre cette discrimination vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH. Madame Mami, oui. Parlez-nous de votre travail au sein du centre hospitalier Kabinda. Oui. Qu'est-ce que vous faites par rapport aux personnes vivant avec le VIH? Merci. Au fait, nous sommes là pour aider ces personnes-là à comprendre la maladie, à s'accepter, ce que c'est normal. On peut être VIH positif, mais on a le droit de vivre comme tout le monde. Et puis, on les aide aussi dans le soutien psychologique par rapport à leurs problèmes, par exemple. Il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à la discrimination vis-à-vis de personnes vivant avec le VIH, surtout dans la communauté. Et quand ils viennent avec ces problèmes-là, nous, on les aide et on le met au centre de leur traitement pour qu'ils trouvent des solutions par rapport à leurs problèmes. Mais ces personnes, quand elles arrivent pour la première fois, par exemple, est-ce que ce sont des personnes qui viennent, j'allais dire entre guillemets, en bonne santé, ou bien qui arrivent généralement déjà
malades? Bon, généralement, généralement beaucoup arrivent tard. Beaucoup arrivent tard généralement. Parce que peut-être il n'y a pas d'information, il n'y a pas une info sur le centre, ou soit ils ont commencé ailleurs et puis passé partout, par-ci, par-là. Et quand ça ne tient pas, c'est alors qu'on en voit chez nous. Et très souvent, ils arrivent très tard. Ils arrivent très tard, connaissant déjà leur statut sérologique? Pas tout le monde, mais certains connaissent déjà parce qu'ils viennent des autres centres et ils réfèrent pour la meilleure prise en charge. Mais certains, ils viennent seulement parce que ça ne va pas à la santé et ils viennent pour la première fois se faire dépister. Et comment généralement ces personnes perçoivent elles-mêmes leur maladie? En tout cas, tout en arrivant, personne ne se considère. On voit vraiment que c'est fini pour loin. Désespéré. Oui, vraiment désespéré. Donc on lit la maladie à la mort. D'après leur connaissance, parce que, au début, pas très bien informé, évidemment. Au début, c'est comme ça. Mais après des sessions et des sessions, vous trouvez que la personne s'accepte et elle fait même le témoignage pour aider les autres à s'accepter et à bien prendre leur traitement. Mais tout début a toujours été difficile pour le patient. Très bien. Et la discrimination, docteur Tony, où est-ce que ça se sent? Est-ce que c'est dans la communauté ou bien au niveau des formations sanitaires? Où est-ce que les personnes se plaignent vraiment, les personnes concernées? Les personnes concernées se plaignent à tous les niveaux. Je vais peut-être vous étonner. Au niveau de la communauté, oui. Beaucoup de gens sont discriminés au niveau de la communauté pour la simple et bonne raison que la communauté n'est pas informée, que les gens n'ont pas la bonne information sur qu'est-ce que c'est le VIH et le sida. Et donc MSF, dans sa lutte contre la discrimination, mène des campagnes de sensibilisation au niveau de la communauté, avec des leaders religieux et certaines associations de la place, notamment des groupes de jeunes, pour apporter la bonne information que le VIH, c'est une maladie que tout le monde peut attraper. Tu peux l'avoir, ton voisin peut l'avoir, ton père peut l'avoir, un membre de famille peut l'avoir. Et ce n'est pas forcément lié à une malédiction ou ce n'est pas lié à la sorcellerie. Voilà. Donc nous luttons déjà à ce niveau-là, ça c'est au niveau de la communauté. Mais aussi, je vais vous étonner, au niveau de certaines structures sanitaires, par les personnels soignants, certains patients se sentent aussi discriminés. Je vais donner un exemple. Un patient qui venait prendre ses médicaments régulièrement, parce que le traitement, il est à vie, il faut le prendre tous les jours. Ça peut arriver qu'un patient puisse se déplacer. Vous avez vécu le confinement, on bloque les frontières, la personne ne sait plus rentrer pour s'approvisionner en ARV. Et quand ils reviennent vers le prestataire de soins, avec un retard d'1 ou de 2 mois, il y a certains prestataires qui tombent sur les patients pour dire « Mais tu es malade, tu ne sais même pas qu'est-ce que ça te coûte, le traitement il est gratuit, pourquoi tu ne viens pas ?» Et ça c'est pas bon, c'est des choses que nous décourageons au niveau des structures sanitaires. Et avec la stratégie Welcome Back, nous sensibilisons pour que les patients qui sont partis, en revenant, qu'on le reçoive, voilà, qu'ils soient sécurisés, pour qu'enfin qu'ils puissent continuer à prendre le traitement, avoir une charge virale indétectable et arrêter la transmission de la maladie. Oui, alors si la communauté se comporte comme ça, vous dites bien, c'est par manque d'information par rapport au VIH, par rapport au sida. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce que, en résumé, s'il faut dire un peu de mots, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le VIH et puis le sida? Voilà. Et je me rappelle d'ailleurs que MSF, Médecins Sans Frontières, a mené une campagne il y a quelques années, VIH et SIDA-T. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, déjà par définition, le VIH, c'est le virus qui cause la maladie qu'on appelle sida si on ne prend pas le traitement. Alors que le sida, c'est la maladie. Donc, le sida, c'est la maladie. Le VIH, c'est le virus. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avoir le virus. Donc, quand on a le virus, on est séropositif au VIH, mais n'est pas tombé malade. On ne tombe pas malade quand on prend régulièrement ces médicaments, quand on a une charge virale indétectable, donc on vit sa vie comme tout le monde. Aujourd'hui, le VIH est considéré comme les autres maladies chroniques, notamment l'hypertension, le diabète,
Un hypertendu, il prend ses médicaments tous les jours. Un diabétique prend aussi ses médicaments tous les jours. Et un hypertendu, il peut dire sans cacher sa maladie, ou un diabétique, il dit je suis diabétique. Aujourd'hui, on a encore du mal avec les personnes vivant avec le VIH, et pourtant, le VIH, c'est considéré comme toutes ces autres maladies. Est-ce qu'on a encore raison d'avoir honte de cette maladie? En réalité, non. On n'a pas de raison d'avoir honte de la maladie. Parce que le traitement existe, le traitement est gratuit, et quand on prend régulièrement ces médicaments, on vit pleinement sa vie comme tout le monde. Sauf que nous sommes dans un pays à faible prévalence, et donc dans nos communautés, il y a encore un pourcentage important de personnes qui sont stigmatisées et qui sont discriminées. Mais je pense qu'avec les campagnes que nous menons, avec les sensibilisations à travers les médias, dans l'avenir, je pense qu'on va lutter efficacement contre la discrimination. Mamie, comment est-ce qu'une personne, on a donné un cas, une personne qui est partie, dont le traitement était en cours, mais elle est partie et puis elle revient. Cette personne-là ne doit pas être victime de discrimination ou de langage stigmatisant par rapport au personnel soignant. Comment est-ce qu'on doit l'accueillir? En fait, quel comportement, quelle attitude on doit avoir avec ces personnes? Merci. Premièrement, il faut qu'il y ait un bon accueil. Et c'est là déjà, c'est la porte d'entrée qui fera que le patient s'ouvre en vous et vous parle de la raison pour laquelle il était absent. Et puis de deux, il faut bien expliquer au patient les raisons de son traitement, par exemple. Bien expliquer. S'il connaît qu'il est obligé d'être là au chaque rendez-vous pour le médicament, et là déjà c'est un bon pas pour lui de continuer par rapport à son traitement. Et vous devez savoir aussi que il y a des différents patients avec différents niveaux d'intelligence. Et donc, vous devez vous adapter par rapport au niveau de compréhension de chacun. Vous devez vous adapter par rapport à votre patient, à son niveau. Donc, si vous trouvez vraiment que l'intelligence n'est pas bon, rabaissez-vous à son niveau. Une fois que vous comprenez, et le message va passer. Mais on ne gronde pas, on approche cette personne pour que prochainement, il ne fasse plus ce qu'il avait fait avant. Le médicament, ça se prend tous les jours, c'est à vie. Est-ce que c'est facile, ou bien c'est grâce aux échanges que vous avez avec ces patients qu'ils acceptent en fait, ou qu'ils comprennent qu'ils peuvent le faire? Parce que je pense que ça doit être quand même assez difficile de prendre un médicament tous les jours. Il faut des encouragements et un accompagnement. Oui, c'est pas facile en tout cas. C'est pas facile parce que nous voyons des cas même de relâchement. C'est pas facile. Mais avec notre travail, on travaille toujours avec le patient, lui faire voir que voilà, c'est très bon pour votre santé, pour votre survécu. Vous devez prendre bien le médicament. Et puis, vous devez encourager ce patient-là avec certaines bonnes paroles. Par exemple, c'est vrai que le médicament n'est pas un bonbon, mais vous le prenez parce qu'il y a un microbe. Et une fois arrêté, voilà ce qui va venir. Donc, vous parlez des désavantages ou des risques. Et une fois pris bien, voilà les avantages. Et lui fait le choix. Mais en principe, la plupart font un bon choix de bien prendre quand vous expliquez clairement. Il se montre responsable. Oui, la plupart. Est-ce que vous parlez, il arrive que vous parlez aussi avec comment dire, la famille ou les amis ou l'entourage des patients? Parce que ces gens-là vivent dans la communauté, ils vivent dans leur famille, et la stigmatisation, la discrimination, ça commence déjà même au niveau de leur environnement. Mais est-ce qu'il vous arrive d'approcher aussi l'environnement pour leur parler, par exemple, comment vivre avec des personnes qui sont atteintes? Oui, bien sûr, mais beaucoup plus c'est au centre quand ils accompagnent de malades. Quand ils accompagnent de malades, vous encouragez qu'ils soient accompagnés? Oui, bien sûr, c'est le souhait d'ailleurs. Parce que si lui l'oublie, l'accompagnant peut aider. On implique toujours quelqu'un, il doit avoir un confident pour qu'il réussisse dans son traitement. Mais une fois venu avec un accompagnant, on les appelle à deux pour une session, et puis
on implique l'accompagnant à son traitement et la suite, c'est beaucoup plus la réussite. Ah, ok. Oui. Docteur Tony, je voulais ajouter un complément à ce que ma collègue vient de dire. Ça, on l'observe beaucoup auprès de certains membres de famille. Oui. À l'hôpital, par exemple, au CHK, là où nous sommes, il y a beaucoup de patients qui sont abandonnés par leurs membres de famille. Soit ils arrivent avec une moto, juste à l'entrée de la porte, ils abandonnent le patient. Et nous, comme humanitaires, nous prenons en charge le patient, nous les stabilisons, et parfois les patients manquent de domicile. Nous essayons de rentrer en contact avec les membres de sa famille, personne n'accepte de les prendre. C'est comme si on venait vous l'abandonner. On vient les jeter pour que MSF fasse quelque chose. Et l'exemple le plus récent, c'est qu'on a eu un patient, c'est un adolescent qui est resté plus d'une année chez nous, abandonné à son triste sort parce qu'il a été discriminé, victime de la discrimination au niveau des membres de sa famille, auprès des membres de sa famille. Et donc du coup, on l'a stabilisé et on a pu trouver une association qui pouvait l'héberger. Et aujourd'hui, il continue à prendre ses médicaments. Bientôt, il va reprendre l'école. Il a pris du poids. Déjà. Il a repris l'école. Voilà, il a repris l'école. Il a retrouvé sa santé et il continue à mener sa vie sainement. Et il va continuer à mener sa vie sainement aussi longtemps qu'il prend les médicaments. Docteur Tony, vous avez parlé de la réduction de la charge virale si on est correctement pris en charge. Qu'est-ce que c'est que la charge virale? Et quand elle est réduite, à quoi qu'est-ce que ça représente en fait? Voilà. Donc, en des termes simples, parce que c'est tout le monde qui nous suit à la télé, la charge virale, c'est la quantité du virus que vous avez dans votre corps, dans le sang. En des termes vraiment simples. Alors, si vous ne prenez pas les médicaments, qu'est-ce qui arrive? Le virus va continuer à se multiplier, vous allez tomber malade, et si rien n'est fait à temps, vous allez quitter ce monde. Alors, si vous prenez les médicaments vont bloquer la réplication du virus, vont empêcher le virus de se développer. Donc, du coup, sa quantité dans le sang sera réduite à tel point qu'à un moment donné, il devient indétectable. Et quand on a une charge virale indétectable, c'est-à-dire on ne sait plus, avec les techniques actuelles, on ne sait plus détecter des traces de virus dans votre corps, dans votre sang. Et en ce moment-là, vous ne contaminez plus, vous ne transmettez plus la maladie. Vous pouvez tomber enceinte et donner des enfants sains. Vous pouvez mener une vie comme tout le monde sans contaminer l'autre. Et ce n'est que quand on devient indétectable qu'on peut espérer arrêter la chaîne de transmission et un jour mettre fin à cette pandémie. Ok. Donc, c'est vraiment important en sachant que le traitement, il est disponible en RDC, il est gratuit. Tout ce qu'on demande aux personnes atteintes, c'est de les prendre tous les jours et d'avoir une bonne observance. Alors, c'est ça justement le problème, docteur Tony. Nous parlons de l'attitude des autres par rapport aux patients, par rapport aux personnes atteintes, mais l'attitude des personnes elles-mêmes, les personnes concernées, parfois elle est aussi à déplorer. Il y a des personnes vivant avec le VIH qui elles-mêmes déjà s'auto-stigmatisent avant que les autres le fassent. Ça aussi, c'est une attitude à décourager. Bien sûr, il faut décourager cela parce qu'il a le même droit que tout le monde. Et puis, dans tel cas, il faut vraiment sensibiliser la communauté à ne pas avoir peur par rapport à sa maladie. Parce qu'il y a un traitement, comme vient de dire Dr Tony. Il y a un traitement et puis c'est gratuit. Et maintenant, là, c'est presque partout dans les structures, dans la capitale. Et MSF aussi a ses structures qui l'appuient. Alors, s'ils trouvent, par exemple, que dans d'autres structures, il y a des difficultés par rapport à l'argent, ils peuvent aller dans des structures où il y a MSF parce qu'il y a tout le service possible que MSF a mis en place, comme il a mis au CHK. Donc il va trouver les conseillers sont là, il va trouver le médecin, et donc tout c'est gratuit là-bas. Ok. Et juste compléter, Mamie. Au fait, chez nous, quand vous arrivez, vous avez des informations qu'on vous donne. Il y a une éducation thérapeutique. On vous explique qu'est-ce que le VIH, qu'est-ce que le sida, qu'est-ce que le traitement antirétroviral, pourquoi il faut les prendre. Donc en général, nos patients, ils ont un paquet complet, ils sont suffisamment informés. Et ça, je peux vous dire, malgré la Covid-19, avec toutes les conséquences que ça a apporté, la plupart de nos patients ont quand même répondu présents à leur rendez-vous pour prendre les médicaments. Donc il y a un travail en amont que l'équipe dont fait partie Mamie travaille. On ne vient pas seulement donner les médicaments comme des bonbons, mais on fait une préparation psychologique, une éducation thérapeutique pour que le patient
n'arrête pas son traitement. Oui. Parce qu'en arrêtant le traitement, ce qui peut arriver aussi, c'est que le virus développe une résistance. Et en ce moment-là, même si vous prenez correctement vos médicaments, les médicaments ne vont plus agir. On devra vous changer des médicaments. Et le temps qu'on détecte que vous avez développé une résistance, que vous avez fait un échec à ce traitement-là, ça peut prendre plusieurs semaines, si pas plusieurs mois. Ok. Voilà. Ok. Docteur Tony, nous revenons un peu sur la question de la charge virale. Vous avez dit la charge virale devient indétectable. Est-ce que en ces moments-là, par exemple, je vais donner un exemple concret. Vous voyez aujourd'hui, dans nos églises, le peuple congolais est très ancré dans la religion. Oui. Et vous avez dit qu'une personne vivant avec le VIH peut se marier, peut avoir des enfants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans les églises, on commence même à exiger des tests prénuptiaux, comme on les appelle. Et parmi ces tests, il y a le test de dépistage VIH. Alors, comment vous percevez ça? Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que en réalité, c'est pratiquement une obligation. On oblige les prétendants au mariage de se faire dépister. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on doit obliger une personne à faire le dépistage ou ça doit être volontaire? Et deuxièmement, je voulais aussi savoir, une personne qui est porteur du virus, mais qui arrive au stade où le virus devient indétectable, dans ces cas-là, elle peut faire le test et on ne détecte pas le virus. On risque de croire que la personne, elle est, entre guillemets, saine, alors que c'est une personne vivant avec le VIH, mais qui a la charge virale tout simplement indétectable. Alors, comment est-ce que vous analysez cette situation, docteur? Merci, madame, pour la question. Premièrement, c'est quelque chose à encourager, que les gens connaissent leur statut sérologique. C'est très important. Oui. C'est quelque chose que nous demandons aux gens de se faire dépister. Parce que selon les chiffres, 40 personnes qui vivent avec le VIH ne sont pas au courant à l'heure actuelle de leur statut sérologique. Donc, il ne faut pas attendre seulement le mariage. Ce que nous recommandons, chaque fois qu'on est exposé régulièrement, de passer se faire dépister. Parce que le dépistage, il est d'abord anonyme et en plus, il est gratuit. Il est disponible à travers les centres de santé et les hôpitaux généraux de la ville-province de Kinshasa. Donc, il ne faudrait pas seulement attendre le mariage pour se faire dépister. Ça, c'est un. Il faut connaître son statut sérologique. C'est très important. Oui. L'idéal, c'est que tout le monde connaisse son statut sérologique. Une fois qu'on connaît son statut sérologique, on a deux possibilités. Oui. Si on est positif au VIH, c'est-à-dire qu'on a l'infection à VIH, il n'y a pas de souci, parce que le médicament existe. Et puis, le VIH, ce n'est pas une malédiction. C'est une maladie comme toutes les autres maladies. Les médicaments existent, le médicament est disponible, et en plus, il est aussi gratuit. Okay. Voilà. Et si on est négatif, on va bénéficier des conseils par rapport à des comportements responsables pour éviter d'être contaminé par le VIH. Voilà, des comportements responsables. Des comportements responsables, mener une vie sexuellement responsable. Voilà. Ça, c'est par rapport aux tests prénuptiaux et par rapport aux recommandations. Oui. Donc, nous appuyons, nous sensibilisons, mais il ne faudrait pas seulement attendre le mariage. C'est important que chacun connaisse son statut sérologique. Maintenant, le deuxième volet de votre question, c'est vrai, là, j'ai parlé de la charge virale. Certes, la charge virale sera indétectable, mais il y a un autre type de test qu'on fait. C'est des tests qu'on appelle des tests rapides qui détectent les antigènes et les anticorps. Okay. Bien que vous avez votre charge virale qui est indétectable, mais vous avez encore des antigènes et des anticorps dans votre sang contre le VIH. Et quand on voit quand on fait anticorps, ce test-là, quand on fait le test-là, le test sera positif. Voilà, c'est comme ça que ce n'est pas important de cacher sa sérologie. C'est toujours important de le partager avec votre partenaire. Et s'il vous aime sincèrement, il va vous aider, vous accompagner et vous soutenir aussi. Peut-être qu'il sera pour vous le réveil, l'horloge pour vous rappeler chaque fois, madame, mon épouse, mon époux, c'est l'heure de prendre les médicaments. Et c'est ce qui arrive très souvent par rapport à mon travail. On reçoit beaucoup de couples comme ça, des couples discordants. Un partenaire est positif, l'autre négatif.
Et une fois que le statut est partagé, l'autre est à l'aise par rapport à sa prise en charge. Et comme vient de dire Dr Tony, l'autre prend maintenant le rôle de médecin à la maison, de suivi, et il s'implique vraiment parce qu'il ne veut pas la mort du partenaire. Et avec l'objectif en 2030 de zéro discrimination, le plus important c'est de se faire dépister. Donc tout le monde doit se faire dépister et connaître son statut sérologique. Ok. Alors, quels sont les outils dont vous disposez pour combattre la discrimination vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH dans la communauté et surtout dans les centres, dans les formations sanitaires? MSF, comme outil, c'est que nous menons des campagnes de sensibilisation, je l'ai dit tantôt, pour expliquer à la communauté, pour donner la bonne information à la communauté. Et ça, à travers plusieurs structures. On a eu des campagnes de sensibilisation avec des leaders religieux, comme à Kinshasa, où tout le monde est religieux. Et on a eu aussi des sensibilisations avec des groupes de jeunes, parce que n'oublions pas, la jeunesse est l'avenir de demain. Et donc, on veut avoir une jeunesse sans VIH. Donc, il faudra leur apporter la bonne information. Et pour ceux qui sont déjà contaminés, les médicaments existent, il est gratuit, il est disponible. Et on peut supprimer sa charge virale et vivre pleinement sa vie. Et pas seulement les clubs de jeunes, il y a aussi des associations sur terrain avec qui MSF collabore. Mais c'est ici aussi les lieux d'interpeller pour que l'État congolais mette aussi beaucoup de moyens dans la lutte contre la discrimination. Parce que MSF ne saura pas tout faire. Kinshasa est grand, le Congo si est on grand. Doit considérer seulement si la tous les acteurs RDC vont mettre la main dans la pâte, je pense que nous pourrons atteindre l'objectif que la communauté s'est fixé, de réduire ou pas de mettre fin à cette pandémie que le VIH d'ici 2030. Ok. Alors, par rapport aux jeunes, docteur, qu'en est-il du dépistage de VIH pour les jeunes? Nous savons que à un moment, vous avez milité pour l'accès des jeunes au dépistage. Qu'en est-il aujourd'hui? Et quelle est l'importance de laisser les jeunes ou de sensibiliser les jeunes au dépistage? L'important, je l'ai dit tantôt, que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Donc, MSF a pris conscience de cela. Et très souvent, nous pensons que le jeune ou les adolescents connaissent pas beaucoup de choses, mais nous nous trompons. Les enfants connaissent beaucoup. Et c'est démontré à travers les chiffres que les premiers rapports sexuels, on les a entre 11 et 13 ans. Et donc, il faudrait cibler aussi ces personnes-là. Et du coup, MSF a milité avec une association de jeunes à Coge pour que la loi puisse être modifiée, pour que les adolescents de moins de 18 ans aient accès au dépistage, mais aussi à l'annonce sans les contraintes parentales. Sans le contrôle parental. Et nous avons milité, malheureusement nous n'avons pas trouvé gain de cause, mais nous continuons à militer. Il faut continuer le plaidoyer. Le plaidoyer. Parce que en fait, la loi telle qu'elle était, elle disait que les jeunes peuvent se faire dépister, mais doivent être accompagnés et l'annonce doit se faire en présence de parents. Mais pour les acteurs des luttes, ça constituait une barrière au dépistage. Tout à fait, ça constitue une barrière parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents qui vivent dans la rue. Et ces enfants-là, quel est leur sort? C'est ça. Voilà. Et autre chose aussi, même pour les parents, les enfants qui sont accompagnés des parents ou des tuteurs, à un certain âge, imaginez-vous, vous avez commencé à prendre vos médicaments dès le plus jeune âge, vous avez 13 ans, 14 ans, vous devez prendre les médicaments tous les jours et d'autres enfants ne les prennent pas. C'est beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements chez ces enfants-là. Donc nous pensons que c'est vraiment important que cela soit fait, l'annonce, le dépistage d'abord et puis l'annonce, mais cela doit respecter les normes. Ce sont des personnes habilitées, qualifiées, et c'est un processus. Ce n'est pas au premier contact qu'on annonce les jeunes. Ma conseillère qui fait ce travail tous les jours peut me compléter. Parce que il vous arrive de donner à quelqu'un le résultat d'un test qu'il a passé. Comment ça se passe? Comment vous préparez la personne à recevoir les résultats? Ok, merci. Alors, premièrement, je l'accueille bien, je dois faire un bon accueil et la personne doit se sentir vraiment à l'aise.
Et puis, je vais expliquer au moins le résultat de mon test. J'explique d'abord, voilà, quand on fait un test, voilà le résultat. Ça peut être positif, voilà, positif, soit négatif, soit indéterminé. Et je donne quand même les avantages. Si donc, c'est vous préparez positif, déjà la personne à recevoir, quels que soient les résultats. Bien sûr, je prépare déjà la personne par rapport à son résultat. Et c'est à la fin que je veux maintenant l'annoncer son résultat. Oui. Une fois résultat annoncé, je dois laisser quelques minutes de silence, le temps qu'ils digèrent et ils comprennent réellement. Quelles sont les différentes réactions? Il y a des pleurs, il y a même ceux-là qui commencent à prier, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Il y a des silences, un silence là que vous ne comprenez pas. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a même ceux-là qui sont fâchés. Non, c'est pas moi, donc c'est comme ça. Qui n'acceptent pas les résultats. Oui. Et parfois, ça prend du temps. Ça dépend de personnes. Bien sûr, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et puis, vous ne pouvez pas directement continuer avec une personne qui pleure ou qui se fâche par rapport à son résultat. Non. Laissez-lui le temps. Et vous attendez un moment. Après, quand il va cesser de se fâcher ou de pleurer, vous posez maintenant des questions, pourquoi tu as pleuré, et il te dit la raison. Maintenant, toi, tu donnes les avantages. Voilà, il y a un traitement et c'est gratuit, vous ne payez rien. Voilà, vous avez droit à la vie comme tout le monde. La vie ne s'arrête pas ici, il y a beaucoup de maladies incurables, il y a la tension, la diabète, tous ces gens-là prennent le médicament et vous allez aussi prendre par rapport au VIH. Et d'ailleurs, c'est avantageux pour vous parce que le VIH n'a pas un régime alimentaire, voilà, donc tout ça on en parle. Et les autres maladies ont un régime alimentaire et c'est coûteux par rapport à la personne parce qu'il faut acheter ce qu'on te demande, mais par rapport au VIH, il n'y a pas de... rien du tout, manger équilibré et c'est tout. Ouais. Et qu'en est-il des enfants? Parce que je pense que on amène aussi de tout petits, et là les résultats il faut annoncer aux parents. Bien sûr. On amène le tout petit et vous faites le pré-test avec le parent et puis vous prélevez l'enfant après le post-test toujours avec le parent pour le petit. Ok. Et les enfants peuvent attraper le VIH de plusieurs manières, peut-être par transfusion ou encore par transmission de la mère à l'enfant, d'où la sensibilisation, les dépistages importants, surtout pour les femmes et des femmes enceintes. Tout à fait, madame, vous avez raison. C'est important que les femmes enceintes déjà fréquentent les services de consultation prénatale. Et c'est auprès de ce service que les tests leur sont proposés. Voilà. Et une fois que c'est positif, la femme est préparée à recevoir les résultats et à commencer le traitement antirétroviral pour avoir une charge virale indétectable et pour éviter que la maman transmette à l'enfant, soit pendant la grossesse, ou au moment de l'accouchement, ou même aussi pendant l'allaitement, le VIH. Alors, ce qui arrive dans nos milieux, parfois, il y a des femmes qui ne fréquentent pas les CPN, donc ils n'ont pas accès au dépistage, et ils accouchent au moment où la charge virale est très élevée, et ces enfants qui sont nés de ces mères courent un grand risque de développer le VIH. Ok. Nous sommes en train de terminer, docteur Tony. Est-ce qu'on peut avoir la prévalence aujourd'hui du VIH dans le pays? Voilà. La prévalence au niveau pays, elle est de 1,2%. Donc nous restons un pays à faible prévalence. Et au niveau de la ville-province de Kinshasa, elle est de 1,6%. D'après les derniers rapports du PNLS. Ok. Alors, vous pensez que l'objectif, on peut atteindre, et s'il faut l'atteindre, ça sera dans quelles conditions? On est passé déjà à 95, donc il faut qu'au moins 95% de la population connaisse son statut sérologique, et 95% des personnes qui sont PVV, qui ont le VIH, puissent être mises sous traitement, qu'ils les prennent correctement, et que 95% de ces personnes et une charge virale indétectable. Voilà. Et les moyens, je veux revenir par rapport à la journée du 1er mars, c'est aussi zéro discrimination. Donc la lutte contre les inégalités, la lutte contre la discrimination. En sachant que le VIH, c'est une maladie comme toutes les autres maladies, on l'a suffisamment évoqué lors de cette émission. Le traitement existe, il est gratuit. 40% des personnes ne sont pas dépistées et donc ne connaissent pas leur statut sérologique. Le dépistage est anonyme et gratuit dans les endroits que nous avons évoqués. C'est important, l'aspect gratuit
Déjà, c'est anonyme, et puis c'est gratuit. Traitement, oui. Voilà, c'est accessible aussi. Oui. Et au-delà de dépistage que nous connaissons, avec les tests que nous connaissons, il y a actuellement des autotests. Oui. Des tests, rien qu'avec la salive, vous pouvez vous tester à la maison, soi-même. Et si c'est positif, nous recommandons de venir maintenant en milieu hospitalier pour la confirmation. Déjà, à la maison, avec ce test-là, vous pouvez connaître votre statut sérologique. Voilà, et ça, c'est disponible déjà. Et on est en train de militer pour que ces tests puissent être disponibles aussi au niveau de la communauté. Et pour les personnes qui ont été exposées au VIH, il y a moyen de prévenir Tout à fait. On a deux types de prévention. Oui. On a la prévention avant l'exposition, que nous appelons une prophylaxie pré-expositionnelle. Oui. Et nous avons aussi une prévention après l'exposition. Avant l'exposition, c'est des personnes qui courent un danger d'attraper le VIH. Je prends l'exemple, les usagers de drogue injectables. Oui. Lorsqu'on est en couple avec une personne qui a le VIH. Oui. Voilà. Donc là, en ce moment-là, on prend le médicament dans le but d'assurer une protection au moment où on va courir ce risque-là. Alors, mais quand on a déjà couru le risque, en ce moment-là, on fait de la prophylaxie après les risques, donc après l'exposition. Donc, vous devez vous rendre au centre hospitalier ou au niveau des centres de santé où il y a un personnel formé qui va évaluer le risque. Et s'il pense qu'il y a un risque, il va vous prescrire des médicaments que vous allez prendre pendant 4 semaines et qui empêchera à ce qui va vous protéger pour que vous ne puissiez pas tomber malade. Et il y a eu beaucoup d'avancées sur le plan scientifique et technologique. Actuellement, il y a même des diaphragmes avec déjà un ARV imbibé que les femmes peuvent porter au niveau des parties intimes pour empêcher justement la contamination lors des rapports sexuels. À part l'arsenal des moyens de prévention que nous avons, donc il y a ça aussi. Oui, ça aussi, ça existe. Voilà. Très bien. Donc il y a vraiment des avancées, ça il faut le souligner, d'où on a vraiment aucune raison aujourd'hui de ne pas connaître son statut sérologique. Tous les éléments sont là, tout est là pour que chaque personne connaisse son statut. Et une fois que vous connaissez votre statut, il n'y a rien à craindre, les médicaments sont là, vous allez mener votre vie positivement, vous allez avoir des enfants. N'oubliez pas, moi je connais beaucoup de personnes vivant avec le VIH, ça fait plus de 20 ans, plus de 15 ans, depuis qu'ils ont connu, ils sont au courant de leur statut sérologique. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui n'avaient pas le VIH avec la Covid, qui nous ont laissés, qui sont morts. Voilà. Mamie, à part le français, vous parlez quelle autre langue? Lingala, je parle. Lingala seulement, et puis une autre langue locale. Alors, est-ce que vous avez un message à donner par rapport à ce que nous avons dit, par rapport à la journée zéro discrimination, par rapport à un message pour les personnes vivant avec le VIH et la communauté en général? Merci. Je dirais vraiment par rapport à zéro discrimination, je m'adresse dans la communauté. C'est pas en français, hein? Nazolo la communauté. En tout cas, batika ko discriminer baninga parce que le problème il y avait chez eux concerné bisonyonso. Ce que zayote, ça peut être mutumoro ya famille na yo. Alors ceux qui pèsent na famille na yote et cause à la même na katia baninga to même na entourage na yo. Alors mets-toi à leur place. Ceux qui ezalaki yo qui va salir au bongo. Or ceux qui to linto kende liboso, il faut to sunga batuana, to sunga bango ba melakisi ba évoluer bien. Ceux qui bango ba melikisi ba évoluer bien, biso pe toza protéger. Mais ceux qui to bois ki bango tant bazo bela bazo kufa parce ezo zonga ka na kati na biso nyonso. Yango tolobi ya mutu ezali mutu nyonso asa l'examen na ye tango azana nzoto makasi et aza envie parce que ceux qui résultat na yo ndenge nyonso ko bima ceux qui eza positif traitement ezali oyo ko futa mbongo te mais ceux qui pesa négatif okoyeba ndenge ya komibatela pour que ozwa maladie te. Et ba place ya ko sala test docteur Tonia Utikoloba awa eza ebele ba structure nyonso ya santé bazo sala examen wana gratuit. Mais soko kei quelque part et que ba sengi mbongo okoki ko luka ba centre au Médecins Sans Frontières aza ko appuyer. Tout dans le centre Biela, tout dans le centre Saint-Ambroise na Kisanso, tout dans
hôpital Bobila Angaba, et il y a les centres de santé Lisanga et Kasai, je crois. Ah, on a Kinshasa. Na Kinshasa, oui. Exactement, na Kabinda Tozali, et aussi Tozana Bapodi. Bapodi ezali bisika oyo batie voilà les postes de distribution des ARV et kuna pe bazosala ba test. Donc soko boy ko kina ba hôpitaux ko kina podi kuna pe examen ezali gratuit. Alors bango ba orienter yo par rapport ya résultat na yo. Totika ko boya baninga wana. To linga bango parce que bazana droit ya vindenge moko na biso nyonso. Voilà. Et puis l'ignorance aussi par rapport au mode de transmission, docteur Tony, parce que bon, peut-être discrimination on pense que sur Simbi Moutaza la VIH opposé ango, ceux qui sont en contact naïe directement opposé ango, c'est ça qui parfois crée aussi cette attitude discriminatoire. Tout à fait, oui. C'est parce que les gens n'ont pas la bonne information sur le VIH. Oui. C'est comme ça que nous on a fait des campagnes pour apporter la bonne information, les bonnes connaissances de la maladie au niveau de la communauté. Oui. La communauté doit retenir ceci. On n'attrape pas le VIH parce qu'on partage le même lit. On n'attrape pas le VIH parce qu'on mange ensemble. On n'attrape pas le VIH parce qu'on va jouer au foot ensemble. On attrape le VIH si et seulement si on a des rapports sexuels non protégés avec quelqu'un qui est atteint du VIH, qui n'a pas une charge virale, donc qui ne prend pas ses médicaments. On peut attraper le VIH aussi lorsqu'on se blesse avec des objets tranchants qui ont été préalablement contaminés par une personne qui a le VIH. On peut aussi attraper le VIH de cette façon-là. On peut aussi attraper le VIH à travers toujours les sangs lors d'une transfusion, si ça n'a pas été contrôlé au préalable. Mais aussi la mère qui est enceinte, qui porte une grossesse, peut la transmettre à son fils si elle n'est pas dépistée, si elle n'a pas pris ses médicaments, si elle n'a pas supprimé sa charge virale. Merci. Et un mot avant de terminer par rapport à cette journée qui est importante, la journée du 1er mars, je l'ai dit au début de l'émission, que chaque année, nous célébrons la journée internationale de zéro discrimination et on met en avant-plan tous les problèmes liés à la discrimination, pas seulement par rapport au VIH, hein, même par rapport à d'autres problèmes, d'autres maladies, mais aujourd'hui nous sommes focalisés sur la discrimination par rapport au VIH. Alors qu'est-ce que vous pouvez apporter comme message à la communauté et aux prestataires de services pour clore cette émission? Alors, ce que nous allons donner comme message clé, c'est que la communauté doit comprendre que la discrimination, c'est vraiment une barrière pour arriver à atteindre nos objectifs de lutter contre le VIH. Le VIH actuellement, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Et donc, les médicaments existent. Alors, les personnes doivent se faire dépister régulièrement à travers les endroits que nous avons cités, mais les autotests existent aussi et que le traitement il est disponible et si on prend bien son traitement, on mène une vie saine. Et que c'est à nous la communauté. Si nous discriminons une personne aujourd'hui et si demain vous attrapez le VIH, allez-vous accepter que vous soyez aussi discriminé? Je ne pense pas. Donc mettons-nous ensemble pour lutter contre les inégalités, pour lutter contre la discrimination, pour qu'enfin nous puissions atteindre l'objectif que tous les pays se sont fixés à l'horizon 2030 de mettre fin à cette épidémie qui est le sida. Et nous espérons y arriver, docteur Tony Kalwangila. Je rappelle que vous êtes responsable des activités médicales au centre hospitalier Kabinda à Lingwala et madame Mami Ewonza, conseillère psychosociale et éducation au même centre. Merci d'avoir répondu à nos questions et j'espère que le public a pu saisir le message. Merci à vous également de nous avoir suivis. Si vous avez des préoccupations ou des questions, le numéro est toujours affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez contacter comme vous le faites d'habitude et nous allons répondre à vos préoccupations. Encore une fois, merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois pour un autre numéro de Santé Plurielle. Portez-vous bien chez vous. Au revoir.